Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal et comme presque à toutes les émissions, je suis accompagné de Monsieur Guy Barrette. Hey, salut Mario, ça va bien? Je te donne du monsieur aujourd'hui. Ouais. Guy Barrette. Ouais. Je t'ai jamais appelé Tiggy quand même. Ouais, c'est correct. Monsieur, ça T'as va? mieux monsieur hein, que Tiggy. Comment vas-tu? Le sidekick, hey, j'ai eu le rub. Ah. C'est un rub d'homme, là, ça a l'air que tout le monde l'a, là, de ce temps-là, là. Fait que j'ai pogné ça. C'est pas drôle, hein? Un rhume, pas une grippe, là. T'as Non, pas quand même pas, alité, là. Ouais, c'est Juste ça. bien enroué. Ouais. Mais bon, c'est l'automne. Mais là, écoute, j'espère que quelque chose de plus palpitant que juste Oui, le rhume. plus palpitant, le PDC s'en vient cette semaine, un petit peu plus tard, jeudi, vendredi. Nous, on organise, en fait, on fait partie d'une activité que Microsoft organise à Montréal, le PDC local. On va essayer d'animer la conversation suite aux présentations des deux keynotes. Oui, ça devrait être intéressant. Moi, j'ai appris tout dernièrement que j'étais impliqué là-dedans. Il y a des choses comme ça, des fois, qu'on te dit, mais tu sais pas, t'animes avec Guy. Ah oui? Ça, c'est le plaisir d'être partout et d'être nulle part à la fois. Mais c'est jeudi, puis on va écouter avec tous les auditeurs, tous les gens qui vont être présents, le keynote. Puis après ça, on va se faire un plaisir de discuter de notre compréhension de ce que ça veut dire, ce qui va être annoncé au PDC. Oui. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Moi, Guy, j'aimerais ça faire une petite plug. Oui. Plug en bon québécois pour nos auditeurs français, c'est une Un annonce. bouchon? Non, une annonce, ouais. Mais ça sera une annonce peut-être pas utile pour eux parce que ce que je vais annoncer, c'est que le 6 novembre, donc dans 2 samedis, Oui. on organise la communauté.net un samedi qui va traiter plus de l'outillage A&M de Microsoft. Absolument. Ce qui s'appelait avant Visual Studio Team System. Mais la formule qu'on a décidé de prendre, tu sais, on a fait souvent, bon, voici ce qu'on pouvait faire avec Team System. Produit. Là, on s'est dit, pourquoi qu'on essaierait pas de mettre en contexte la vie du développeur et la vie du testeur, puis comment l'outillage peut simplifier ça. Puis là, il fallait donner un contexte de processus. Donc, on s'est dit, on va prendre aussi un processus qui est de plus en plus de mise. Donc, on va essayer d'encadrer ça avec Scrum. Mm-hmm. Donc, on va traiter, par exemple, une partie de la journée. Ben, c'est quoi la vie normale du développeur, du testeur dans un sprint? Ensuite, ben, quand on fait les sprints subséquents, les types de problèmes qu'on peut rencontrer, puis pourquoi ça nous amène à utiliser un gestionnaire de code source, serveur de build, intégration continue. Donc, il y a un grand focus sur l'équipe de test, donc les testeurs. Oui, tout à fait, parce que c'est probablement peut-être le message le moins reconnu, mais l'outillage 2010, en cas de Team System, le focus, c'était on veut outiller comme faut les testeurs. Puis, il y avait deux motos. Hein. Microsoft voulait s'assurer que plus jamais un développeur va pouvoir dire à son testeur « Je suis pas capable de reproduire ton bug ». Quelque chose qu'on a déjà vécu. En tout cas, moi, j'ai déjà vécu ça. Et surtout, on voulait plus le testeur. On voulait surtout s'assurer que le testeur n'entende plus le développeur qui lui dit « ça compile sur mon poste! » Puis là, ils sont obligés de dire « Mais c'est pas ta machine qu'on livre chez le client. » Donc, c'est deux images, mais ce type de problème-là, Microsoft, dans l'outillage, ont créé des outils qui s'appuient sur les systèmes de travail, puis on va expliquer comment on peut les utiliser adéquatement. Donc, la date encore? Samedi 6 novembre, ça coûte pas cher, un gros 5$, journée complète, puis en tout cas, on devrait avoir beaucoup de plaisir. Donc, on va mettre le lien sur la page du podcast. Donc, on vous invite. Aujourd'hui, notre invitée est Sylvie Trudel. Moi, Sylvie, là, la première fois que je t'ai connu, tu faisais une présentation sur comment faire des tests correctement ou efficacement ou de la bonne façon. Écoute, ça remonte il y a au moins 12 ans. En tout cas, probable. Tes premières années au crime. D'accord. Nous, on est très heureux de t'avoir comme invité parce que on va pouvoir sortir des sentiers battus. Dans le sens que, souvent on parle de technologie, on a fait une émission la dernière fois sur SharePoint. Mm-hmm.
Puis là, on va parler d'un sujet un peu qui peut sembler hétéroclite, mesurer pour s'améliorer. Oui. En fait, c'est la base. On ne peut pas penser s'améliorer si on mesure rien. Par exemple, une personne qui désire perdre du poids, elle va mesurer son tour de taille ou elle va se peser, minimum. Puis on va suivre pendant un certain nombre de jours, de semaines, de mois, cette progression-là. On va on va espérer que c'est une diminution. On va espérer que c'est une diminution, mais bon, en fait, si on se mesure pas, c'est difficile de s'améliorer. Puis en logiciel, c'est aussi vrai. On veut améliorer quoi? Ben, ça dépend de la problématique. Des fois, on a une problématique de qualité. Des fois, on a une problématique d'estimation. J'ai eu des équipes qui me disaient, on doit pas être bon parce qu'on n'arrive jamais à livrer dans les coûts et les délais. C'est peut-être les coûts et les délais qui sont pas réalistes. Exactement. Alors, pour savoir, est-ce qu'on est productif? Ben, on a mesuré l'output de cette organisation-là sur un ensemble de projets. On mesure la taille du logiciel qui est livré par le projet. Donc, un logiciel qui est livré par un projet, c'est pas juste de la nouvelle fonctionnalité, mais aussi la taille des modifications aux fonctionnalités existantes. Puis une fois qu'on sait combien gros c'est, à ce moment-là, on compare avec l'effort réel que ça a pris pour pouvoir générer ça. Puis c'est comme ça qu'on obtient un coût unitaire. Comme là, c'est le temps d'acheter des pneus d'hiver, ça coûte tant du pneu. Hein? C'est un coût unitaire, 145 $ du pneu, 160 $ du pneu. Bon, ben, en logiciel, on est capable d'aller chercher combien d'heures par point de fonction cosmique que ça coûte. Un point de fonction cosmique est une unité de taille d'une méthode qui s'appelle la méthode cosmique, puis ça n'a rien à voir avec l'astronomie, là, je vous le dis tout de suite, là. C'est pas de la physique astronomique, c'est un acronyme qui veut dire Common Software Measurement International Consortium. Oh, même, OK. c'est pas quelque chose qui a été inventé comme localement ici, de ces En fait, initiatives oui planétaires. et non. Ça a été inventé à Montréal au milieu des années 90, mais c'est devenu, au fil du temps, une initiative internationale et depuis 2003, c'est la norme ISO 19761. Ah! Donc, c'est une norme. Mais là, Sylvie, moi, je vais t'arrêter parce que la formule, c'est sûr que ça va être hyper intéressant de discuter de comment on peut mesurer et s'améliorer. Mais ce que moi, j'aimerais, dans un premier temps, c'est donner un contexte un peu à nos auditeurs de qui tu es. OK. C'est sûr que là, ils disent, premièrement, ils ont reconnu probablement que tu es une femme. T'as pas une voix rauque de gars. Ouais, salut! Bravo, Mario! Mais, écoute, t'as pas de cheveux gris comme moi? Ah si, j'en ai. Ouais, Ils paraissent pas qui... trop, mais c'est... Mais t'es diplômé en informatique de gestion, Université Laval. Université Laval, j'ai obtenu mon diplôme en 86. Tu viens de la région de Québec ou de... Non, ou c'est juste par hasard? Je viens de la Montérégie-Sud, mais j'ai étudié à Québec parce qu'à l'époque, le programme d'informatique de gestion, il se donnait seulement à 2 universités. Ah oui. Puis dans les deux cas, fallait que je déménage. J'avais pas le choix, mais je trouvais que Québec était attrayant. Puis Bon, ouais. c'est une belle ville, Québec. Puis Laval, c'est une belle université aussi. Écoute, bon, t'as fini ton bac. J'ai été programmeur, j'ai été analyste, j'ai travaillé en implantation de système, j'ai fait à peu près tous les métiers. J'ai dû tester aussi, j'ai fait des refontes de versions de système. Donc, j'ai dû coder, tester, implémenter, documenter. Je sais qu'à Montréal, il y a beaucoup de gens qui associent, en tout cas moi, je faisais partie des gens qui pouvaient associer. Sylvie Trudel, il y était un temps, il y avait quasiment un synonyme égal crime. Centre de recherche informatique de Montréal. C'était là plusieurs années. Pendant plus de 7 ans. Plus de 7 ans. Comme conseillère senior en génie logiciel, où principalement, ce que je faisais, je conseillais les organisations pour améliorer leur processus de développement et d'entretien logiciel. OK. Puis, bon, j'imagine, parce que, écoute, là, on a dit que tu avais un bac, mais tu as une maîtrise. Une maîtrise en génie logiciel de l'ETS. Tu es en train d'essayer de terminer un doc. Je suis en train de compléter mon doctorat.
Puis comme tu nous disais avant qu'on commence l'entrevue, quand on est sur le marché du travail, faire des études supérieures ça se fait pas à la vitesse gravée. Non, avec un emploi plein temps dans l'industrie, puis c'est pas le genre de boulot que je fais, c'est pas du 9 à 5 dans le même local. Moi, je suis chez les clients, en déplacement constamment, fait que c'est pas toujours évident. Fait que une maîtrise, ça m'a pris 4 ans et demi, puis là, le doctorat, j'arrive à près de 6 ans, là. Ça fait 5 ans et demi que je suis dedans. Parce que là, on l'a pas dit, mais ton emploi principal... Oui. En ce moment, oui, je suis coach agile et organisationnel chez Pyxis Technologies depuis près de 2 ans. Donc, il y a 2 ans, tu as fait le saut, tu as joint Pyxis, et principalement... puis je pense que c'est probablement lié à tout le cheminement que tu as fait au crime, de découvrir toutes les méthodes agiles, puis d'étape en étape. Un peu comme moi, aujourd'hui, je suis rendu aussi chez Pyxis, mais je suis de l'autre côté, je suis du côté des gens qui fabriquent des produits. Mm-hmm. Mais il y a tout un cheminement où est-ce qu'à un moment donné, on se rend compte que il y a peut-être des gains à utiliser les techniques agiles. Puis on va pouvoir parler lors de l'entrevue parce qu'il y a un lien à faire. Oui, je peux en parler un petit peu de cette historique-là. Qu'est-ce qui m'a amené, moi, à vouloir œuvrer à temps plein dans une firme qui prône l'agilité et qui, en étant au crime, c'est sûr que, depuis 98, je m'étais intéressée à mesure de taille du logiciel. La taille étant une des mesures ou un des critères avec lequel on va construire des indicateurs intéressants. Sur lesquels on va baser nos décisions du genre, je sais pas moi, ça va être quoi, c'est quoi l'estimation pour développer telle ou telle application, sachant qu'elle mesure tant de centaines de points de fonction et que nous avons une productivité moyenne de tant d'heures par point de fonction, on était capable de sortir ce qu'on appelle un rough order of magnitude. Dans notre jargon, dans le temps, j'étais dans l'industrie de la défense. Qui se passe beaucoup en anglais. Ça se passe beaucoup en anglais, c'est ça. Fait qu'on était capable de faire une estimation grossière de coût de projet basée sur sa taille. Même chose pour l'effort de maintenance aussi, pour des projets d'évolution. Quand je suis arrivée au crime, j'ai continué à me servir de cette méthode-là. Puis il y a plusieurs de mes clients qui étaient intéressés à connaître leur productivité pour justement améliorer leur mécanique d'estimation. Fait que ce faisant, je me suis mis à travers le temps, puis plusieurs dizaines de mandats ou de clients, et chez chacun de ces mandats-là, plusieurs dizaines de projets aussi. En mesurant la taille, en comparant avec l'effort, on est arrivé à ressortir des moyennes. Puis il y a certains processus où ça travaille pas très vite. C'est-à-dire que on a accès à des bases de données internationales de projets qui disent à quelle vitesse on arrive à pondre du logiciel sur la planète. Puis on peut filtrer là-dedans en fonction d'un paquet de critères comme la technologie, le domaine d'affaires. Puis un paquet d'autres critères comme ça, selon que c'est un projet qui est petit ou plus gros, ou Et puis, ce qu'on retrouve là-dedans, c'est que grosso modo, là, la planète développe du logiciel à peu près à 10 heures par point de fonction. Tout à l'heure, je vais te demander d'expliquer point de fonction. Pour l'instant, restons ça comme un concept flou, puis on va y revenir. C'est une unité de mesure, de taille. En mesurant les diverses méthodologies qui étaient appliquées au Québec, je me suis rendu compte que les méthodologies très populaires qui avaient une trentaine d'années, ça produisait du logiciel plus autour de 40 heures du point de fonction. Puis là, on parle de sociétés privées à but lucratif, on parle pas de ministère, gouvernement ou autre, où un plus grand nombre de joueurs intervient, et puis... ils ont des contraintes autres que l'entreprise privée peut Oui, c'est ça. Et puis... 40, donc 4 fois plus. C'est 4 fois plus. Et puis... En contrepartie, j'avais d'autres clients qui étaient des PME, mais qui développaient des logiciels hautement complexes dans le domaine financier. C'était pas des trucs sur des coins de table, là. C'était vraiment des applications solides avec des interfaces, avec plusieurs autres systèmes. C'était pas du stand-alone, là, comme on appelle des applications c'est pas une petite application, c'est pas une bébelle. Non, on parle d'1 125 000 lignes de code.
qui marche client-serveur, web, BlackBerry, des trucs comme ça. Puis eux, ils arrivaient à développer en moins de 5 heures du point de fonction. Wow. Donc, 8 fois plus vite. 8 fois plus vite. Puis, j'ai un client particulier que j'ai suivi pendant à peu près 4 ans et demi, où j'allais chez eux, j'intervenais une demi-journée chaque 2 semaines pour voir améliorer le processus. Puis les mesures, ça en a fait partie. Parce qu'on s'est dit, on va se mesurer, parce que si on améliore puis on se mesure pas, on peut pas constater l'effet réel de l'amélioration. On peut peut-être se détériorer, puis on n'en serait même pas on conscient. s'en se rendrait pas compte. Tu sais, puis un gestionnaire, il peut pas constamment baser ses décisions sur des perceptions. Là. À un moment donné, ça prend des vrais chiffres, là, ça prend des vraies données objectives. C'est surtout ça. C'est l'objectivité de la mesure qui devient importante ici. Et puis, les premiers temps, ces premiers projets, ils étaient autour de 6 heures du point de fonction, puis on a amélioré le processus, puis au bout d'1 an et demi, 2 ans, il est tombé autour de 2. Fait qu'il a triplé, lui, sa productivité. 2 heures du point de fonction, ça veut dire 20 fois plus rapide que les méthodologies lourdes. Méthodologies lourdes. Donc, souvent, ce qu'on utilise, les méthodologies en cascade, en anglais, on va dire waterfall. Oui, c'est ça. Donc, on les nommera pas, mais on pouvait imaginer tout ce que vous pouvez connaître qui est assez lourd. C'était 20 fois moins performant que cette équipe-là. Mais eux, ils utilisaient quelle approche? Non, mais attends, attache ta tuque avec de la broche, là. La qualité. Ah oui. Ah oui, parce que là, ils disaient, ils vont 20 fois plus vite, ils Ben vont livrer de la cochonnerie. Ben oui. Ouais. Ah non? La qualité était aussi meilleure. Nous avons mesuré les défauts trouvés en prod. Son objectif était 0 et il obtenait quelque chose qui était pas loin de 0. OK, puis on s'entend 0 bug en production. Puis là, on parle de systèmes financiers complexes utilisés à travers le Canada avec 3 serveurs, les données synchronisées aux 15 minutes, 350 utilisateurs. C'est pas des petites affaires, là. Mais là, c'était peut-être 0 bug en Le monde production. m'a dit, c'est parce que eux, il y avait c'était une équipe de quoi? Il y était une vingtaine, trentaine de développeurs? Pas tout à fait. Une Parce 13, qu'il y avait 12, 13 les personnes. 15 bonnes personnes, les meilleurs. top guns, c'est pour ça qu'ils étaient si bons que ça. C'est pas toujours vrai. Là-dessus, il y a toujours 2 à 3 stagiaires. Je me fais l'avocat du diable. Oui, pas de problème. Mais Non. qu'est-ce que tu as découvert finalement de cette expérience-là au fil du temps? Ben, que la mesure de productivité, donc, c'est-à-dire notre coût unitaire qu'on va aller chercher en heures par point de fonction, c'est pas une mesure d'individu, c'est une mesure de processus qu'on applique. Fait que si on améliore le processus, nécessairement, on va améliorer notre coût unitaire. D'où ton intérêt à un moment donné pour les processus agiles? Parce que j'imagine que ces gens-là utilisaient des processus agiles. Pas au début. Pas au début. C'est quand ils ont triplé. En chemin. Quand ils ont triplé, ils ont... Oui, en chemin, on a introduit l'agilité. Ils se sont mis à appliquer du Scrum, puis plus récemment du Kanban aussi, parce que quand une compagnie qui fait plus d'évolution que de développement, C'est mieux Kanban. Kanban est plus approprié. Mais ils se sont mis à appliquer Scrum, notamment là, les bonnes pratiques de Scrum, là, la rétrospective là, qu'il faut retenir, comme ils la faisaient tous les mois, puis parfois plus souvent. En fait, le déclencheur d'une rétrospective, c'est ils avaient eux un cycle de mise en prod à toutes les 2 semaines. OK? Puis l'équipe était sur le qui-vive le lundi au moment où les utilisateurs se mettaient à utiliser la solution, même si tous les tests avaient été faits, puis ils étaient quand même confiants du résultat. Il y a toujours un utilisateur quelque part qui arrive à faire Quelque chose que tu n'as pas prévu. quelque chose qui n'était pas prévu. Et puis dans leur façon de procéder, parce que ça fait quand même près de 25 ans que cette compagnie-là existe, donc ils développent pas du logiciel depuis hier, là. Ils les ont travaillés, leur processus, notamment les mécaniques de mise en prod, extrêmement efficaces. Pourquoi je vais qualifier ça d'extrêmement efficace, c'est que quand il survient un défaut, ça arrive, il est systématiquement détecté, analysé, corrigé, testé, redéployé en prod en 3 heures. Ouais. Mais là, quand tu dis un défaut, c'est un défaut qui... Parce que tu peux avoir des... Un, Il faut c'est-à-dire- qualifier qu'est-ce qu'on entend par défaut. Oui. C'est un défaut, majeur c'est-à-dire ou... un comportement inapproprié de l'application qui doit être corrigé, que tu peux pas laisser de côté. qu'on en peut disant, pas laisser de côté. On le réglera plus tard, on le met dans notre... On fait juste le loguer dans notre backlog, finalement. Là, on parle pas de trucs cosmétiques ou des choses comme ça. Ça va rentrer dans le backlog, justement, de travaux à faire, là, si jamais il y avait quelque chose qui
inadéquat de ce côté-là, mais pas d'un point de vue fonctionnel. Donc, parce que bon, c'est quand même je vous parlais de système financier complexe, là, ça imprime les contrats légaux avec toutes les clauses pour des emprunts de plus d'1 million de dollars. C'est si tu fais une erreur, ça faut coûte pas, cher. c'est ça. Fait que faut pas faire d'erreur là. Fait que donc le comportement de l'application est très sensible et puis ils arrivent pareil à développer du logiciel autour de 2 heures du point de fonction. Ce qui est phénoménal par rapport au reste de l'industrie sur la planète, qui est quand même autour de 10 heures, ben eux, ils sont 5 fois plus vite. Fait que par rapport à ce qui se fait ailleurs dans la province, ben il y en a beaucoup qui se sont intéressés à voir comment on peut faire pour aller plus vite, tu sais, parce que tout le monde veut aller plus vite, mais c'est pas en travaillant plus fort puis plus d'heures, ça va rien donner. Faut travailler autrement. Fait que il y a plusieurs de mes clients chez qui on a introduit le concept de l'agilité, puis tranquillement on a rentré ça dans les mœurs, projet par projet, là, parce que bon, les effets Big Bang, j'en ai pas connus à date, là. Et puis chez eux, ben on avait mesuré les coûts unitaires des projets précédents, puis là, les coûts unitaires des premiers projets agiles, c'était déjà nettement meilleur. Puis quand c'était, tu sais, à partir du 3e, 4e, 5e projet agile qu'ils faisaient, typiquement, les coûts unitaires, là, leur productivité, si on veut, était meilleure de combien? D'un facteur 2 et voire 3. Par rapport à la moyenne. Par rapport à la moyenne. Si on compare avec ce qui se passe à leur moyenne à eux, au là. Québec, dans certaines organisations, c'est des 10-20 fois plus performants, avec des niveaux de qualité plus élevés encore. Ouais. Fait que si tu prends n'importe quelle compagnie qui a une méthodologie de développement X, qui est pas agile, puis qui se mettait à faire de l'agilité, ben le X, il était réduit, là. Le coût unitaire de ce que ça prenait pour développer du logiciel, il était systématiquement réduit. Le premier projet agile qu'ils font, c'est pas nécessairement spectaculaire, mais déjà au 2e, on voit une nette amélioration. Puis au 3e, 4e, c'est souvent doublé, triplé, là. Fait que là, on parle, c'est les mêmes personnes, là, qui font les travaux. Fait que c'est pas une mesure d'individu, c'est vraiment une mesure de la façon de faire, de comment on travaille. Puis pourquoi, tu sais, on peut se poser la question, mais pourquoi en agile, c'est plus efficace, tu sais, dans le fond? Ben, c'est parce qu'ils se sont posé la question, la tralée de documents qu'on a à produire, sont-ils tous utiles et nécessaires? Ouais. Puis si la réponse c'est oui, en termes de concept, tu sais, j'ai besoin de dossiers fonctionnels, j'ai besoin d'analyse préliminaire, j'ai besoin peut-être d'informations de conception. Est-ce que c'est utile et nécessaire dans la forme actuelle ou si on peut améliorer ça aussi? Puis c'est en améliorant ces choses-là, la façon dont on documente, les traces qu'on veut laisser en cours de route, en améliorant l'interaction avec notre client qui parfois est bien loin de l'équipe de développement, là. Fait que si on arrive à faire ce rapprochement-là, on a besoin de documenter moins lourdement. C'est là qu'on se met à alléger le processus et puis que ça fait en sorte qu'on a des coûts unitaires qui baissent, là. Ça paraît sur, comme on dit, le bottom line. Ouais. Donc, ça l'explique ton cheminement qui t'a amené à dire, moi, je veux me joindre à une firme qui fait du développement. Qui fait de l'agile. J'étais déjà certifié Scrum Master depuis le printemps 2006, puis j'adorais ça. Je disais, enfin, tu sais, c'est une mécanique quasi toute faite pour favoriser la collaboration entre l'équipe de développement puis le client, puis s'assurer que, enfin, l'équipe développe le bon produit, celui que le client a vraiment besoin. Pas nécessairement celui qui a demandé, hein, parce que historiquement, on le sait, les clients demandaient des choses, mais c'était pas ça qu'ils avaient de besoin. Puis là, ils recevaient le logiciel puis ils disaient, c'est bien beau, là, mais c'est pas tout à fait ça que je voulais. J'ai du mal m'exprimer, fait qu'on va faire des demandes de changement. Puis là, on s'embarquait dans une belle roue. C'est une belle roue qui tourne. La roue sans fin. Une roue sans fin. En fait, si, ça a une fin, mais c'est quand même un peu pathétique par moment d'avoir à presque redévelopper un système à travers une multitude de demandes de changement quand ça aurait peut-être dû être fait. Extrêmement lourd. Puis, Ben oui, c'est plus lourd, là, parce que, bon, faut que ça passe par un comité d'approbation, puis c'est là qu'on dit, ben là, les budgets, ils sont pas respectés. Ce qu'on avait prévu au départ, ça va coûter 2 puis 3 fois le prix.
C'était classique, là. C'était classique, les projets qui coûtaient 2 et 3 fois ce qu'on prévoyait au début, tu sais. Tout ça parce qu'on essayait d'avoir tous les besoins au même niveau de détail, avec la même priorité dès le départ du projet, alors qu'en réalité, c'est pas vrai. C'est C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Sylvie, on va prendre une pause. Et moi, au retour, je vais voir qu'on discute un peu de c'est quoi qu'on mesure. Donc, on va revenir sur les lignes de code et expliquer un peu qu'est-ce qu'on entend par Taille fonction fonctionnelle. cosmique en plus. Donc, on va aller dans les étoiles. Assistez aux rencontres de la communauté .NET Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.netmontréal.com. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies Microsoft.net. N'hésitez pas de consulter un de nos experts en visitant le www.net-expertise.com. Depuis le début de l'émission, je t'ai entendu à quelques reprises parler de point de fonction. Tu as même rajouté l'acronyme cosmique au bout. Oui. Donc, si on essaie d'expliquer, parce que toi, là, ce qui te passionne depuis presque 15 ans maintenant, c'est comment mesurer le livrable, ce qu'on produit, l'output de l'action de programmer. Oui. Puis, c'est sûr, on connaît toute une unité de mesure qui est probablement pas la meilleure, qui s'appelle les lignes de code. Oui. Puis on peut s'en servir à l'occasion, dire, il y a, tu sais, pour donner une ampleur, tout à l'heure, c'est un logiciel qui a 1 200 000 lignes de code. Déjà, ça donne un ordre de grandeur, mais ça n'en dit pas tant que ça sur la complexité. Pourquoi les points de fonction, c'est plus intéressant? Parce que c'est indépendant de la technologie. Ce qui n'est pas le cas des lignes de code. Tu sais, 100 000 lignes de code COBOL, puis 100 000 lignes de code Java, puis 100 000 lignes de code ASP, c'est pas la même affaire. Là. Effectivement. Ça n'a pas la même grosseur, puis ça se pond pas à la même vitesse. Tandis que si je dis j'ai 100 points de fonction, c'est une quantification de la fonctionnalité que je livre à mes utilisateurs. Le degré de complexité? Non. OK. Ça C'est ressemble une à quoi, quantité. Une quantité. de façon concrète, ça a l'air de quoi, un point de OK. fonction? Fondamentalement, je vais vous retourner une question. Qu'est-ce que ça fait du logiciel? De façon conceptuelle, là, à très haut niveau. Grosso modo, ça l'exécute dans des structures, des séquences. Et ça prend des décisions pour pouvoir faire des structures décisionnelles. Donc, il y a des structures décisionnelles dans la séquence et des structures répétitives. Parce que des fois, on va boucler puis on revient. OK. J'ai l'habitude d'expliquer ça plus simplement encore. Ouais, moi, je complexifie toujours les choses. Non, mais c'est simple quand même. Ça manipule des données. Ouais. OK. Effectivement. OK. Ça présente des données à l'écran. L'usager peut C'est ça. modifier, ajouter. Donc, les données, si on voit notre frontière du logiciel comme étant au centre, d'un côté, j'ai mon utilisateur, puis de son côté, je vais avoir des données qui vont bouger en entrée et en sortie. C'est-à-dire, en entrée, c'est lui qui est saisi, puis en sortie, c'est le système qui les affiche ou qui les imprime. Okay? De l'autre côté, j'ai les médias d'infrastructure ou de stockage de données. Je vais avoir d'autres types de mouvements, comme des lectures puis des écritures. Ouais. Relié principalement le besoin de persistance, parce que Oui. si je débranche un ordinateur, tout disparaît. Donc, fallait au moins stocker sur un support physique. Donc, en fonction du besoin de persistance, je vais aller faire des écritures que je pourrai récupérer via des lectures par après. Fait que la mesure de taille fonctionnelle qu'on fait avec Cosmic, ce qu'on mesure, c'est des mouvements de données. Puis il y en a 4 types: des entrées, des sorties, des lectures, des écritures. Okay, donc, entrée-sortie, c'est dans la couche présentation. Ouais. Lecture-écriture, c'est ce qu'on appelle souvent la couche d'accès aux données. Exactement. C'est sûr que c'est un peu plus complexe que ça, parce que je pourrais avoir des systèmes tiers comme une couche de service SOA, par exemple, à qui je fais appel. Bon, tout système en dehors de la frontière de celui que je mesure est aussi considéré comme un utilisateur fonctionnel du système que je suis en train de mesurer. Fait que si j'envoie des requêtes puis je reçois des réponses, ça va être des sorties puis des entrées. Une requête, c'est une sortie. La réponse qui rentre devient une entrée. Et ça se fait,
on va compter un mouvement par groupe de données, OK. par processus fonctionnel. Par processus fonctionnel. C'est ça. Un processus fonctionnel, c'est quelque chose qui est indépendamment exécutable à l'intérieur de la frontière que je mesure. Par exemple, je veux faire une gestion des clients. Mhm. OK? Puis pour lequel je peux identifier au moins un déclencheur qui vient d'en dehors de ma frontière, c'est-à-dire d'un des utilisateurs fonctionnels. Fait que si j'ai l'utilisateur qui a choisi l'option de menu, qui a déclenché la gestion des clients, ben, gestion des clients devient un processus fonctionnel qui va aller lire et sortir des clients. Donc, je tu vais vas en saisir, compartimenter. puis il va en écrire. Si je te suis bien, là, tu compartimentes tes mesures par ce qu'on pourrait appeler des blocs fonctionnels. C'est ça. Pas programme, mais pas loin. Tu sais, si j'ai une option de menu, il y a des bonnes chances que celle-là soit un processus fonctionnel. C'est quelque Effectivement. chose qui rend un service à l'utilisateur, puis que l'utilisateur reconnaît si je lui nomme. Mais pourquoi vouloir diviser de cette façon-là? Pourquoi on ne pas prendre l'application complète et dire, bon, pour l'application complète, je vais calculer comment que d'entrée, sortie dans les interfaces usagées ou avec les systèmes externes, et aussi comment qu'il y a de lecture, écriture, puis là, mesurer mes points de fonction comme ça? Parce qu'il y aurait trop de complexité? Non, au contraire, on aurait une vue partielle, le cas échéant, parce que comme je manipule des données, c'est très centré sur les données. Fait que si j'ai une entité qui s'appelle un client, puis bon, un client, ça a un certain nombre d'attributs qui viennent tous décrire un aspect complémentaire de qu'est-ce que c'est pour moi un client, OK? Ben, ma fiche client, là, elle n'est pas manipulée par un seul programme. Donc là, Je peux avoir 25 programmes dans mon application qui la manipulent de toutes sortes de façons. Fait que ce qui est important, c'est de voir à chaque fois que j'en ai de besoin, puis que j'en fais une lecture, puis à chaque fois que je viens le modifier, puis que j'en fais une écriture, puis à chaque fois que je l'affiche ou que je l'imprime, ben que ces mouvements-là, ils sont comptés à toutes les fois que c'est utilisé, puis ils sont comptés aux bons endroits. Parce que quand on fait une modification logicielle, on va le faire pas sur l'ensemble des fonctionnalités, mais sur un certain nombre de fonctionnalités nettement identifiées pour dire, bon, mais là, j'ai une modification, une mise à jour à faire, j'ai un nouveau champ ajouté, par exemple, dans mes clients. C'est quoi les programmes qu'il faut que je modifie? Parce qu'un programmeur en bout de piste, là, lui, c'est des programmes qui codent. Fait que là, il faut qu'il y ait sa liste, là. C'est quoi les processus fonctionnels qui vont être affectés? Puis c'est sûr qu'en arrière, il y a toute une architecture logicielle qui, tu sais, pour un programme que le client voit, ben le programmeur, il y a peut-être bien 18 classes à modifier, là, Donc, là, rendu là, mais si on je fais fait abstraction de ça. Analogie dans un monde agile. Donc, est-ce que je comprendrais bien si je prendrais l'analogie, quand je décide dans un sprint de programmer une certaine user story. La user story, surtout si je suis il y a déjà un code existant, donc j'ai déjà un patrimoine, elle peut impacter beaucoup des sous-systèmes parce que c'est rare que ça peut arriver qu'une user story va créer un nouveau groupe fonctionnel, comme tu dis, ou un nouveau processus fonctionnel. Mais très souvent, c'est plus, faudrait que j'aille modifier là. Et chacun de ces processus fonctionnels-là, je vais mesurer pour chacun quels sont les points de fonction. C'est ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que le concept du point de fonction est quand même, une fois que tu l'as expliqué, c'est très simple à comprendre. Oui. Et les gestionnaires peuvent comprendre. Il n'y a pas juste les informaticiens qui vont comprendre c'est quoi un point de fonction. Tandis que la mesure physique du logiciel en ligne de code, ça parle à des programmeurs, des développeurs, des gens qui ont un background technique, mais un gestionnaire, ça y dit pas grand-chose. Surtout que ce qu'on déploie, c'est pas des lignes de code, c'est un programme compilé. C'est un programme compilé. Fait que là, si on dit que par exemple, pour implanter telle fonctionnalité, ben il va avoir tant de points de fonction. Là, ça peut parler là au gestionnaire. Mais un point de fonction, dès que je fais une lecture, c'est un point de fonction. Oui. Une écriture, c'est un autre point de fonction. Oui. Et puis moi, ce que j'aime, c'est que ce que tu as mentionné tout à l'heure, c'est les intermédiaires là, le serveur SOA là qui est au milieu, ça fait partie aussi là parce qu'il faut finalement le coder là. Il peut faire partie d'un projet, mais si c'est une application, souvent c'est une application à part la couche de service SOA. C'est une technologie différente, fait qu'elle a sa frontière propre. Fait qu'on mesure
dans sa frontière, qu'est-ce que j'ai à faire? Dans telle autre application, j'ai quoi à faire? On en tient compte, on le mesure et on est capable de voir, cette mesure-là va être le reflet réel des ajouts, des modifications, des suppressions, de mouvements de données qui sont à faire dans le projet. Fait que dès le départ, on a une meilleure compréhension du travail à faire. Et c'est pourquoi ça devient plus facile faire de l'estimation. Mais c'est tellement simple! Mais là, ça veut dire que les fameux points de fonction, je peux les comptabiliser selon un paquet de dimensions. Est-ce que je me trompe ou c'est toujours la dimension processus fonctionnel sur laquelle je les comptabilise? Mais je pense que c'est des données. C'est là, on par fait juste... application. Ouais. Il faut d'abord établir la frontière de notre mesure, là où les frontières qu'on va mesurer. C'est une frontière par application ou par couche. Tu sais, si on décide de prendre, on a une couche de service, ben c'est une couche. On peut considérer ça comme une frontière. Si j'ai une application client-serveur, ben peut-être que j'ai le client écrit en Delphi puis mon serveur écrit en AS400 là. Tu sais que c'est pas la même technologie puis c'est pas les mêmes développeurs, fait que ça va se faire dans le même projet, mais ça demande des compétences différentes. Mais je vais les mesurer indépendamment puis pour la taille du projet ou du logiciel généré ou modifié par mon projet, je fais le total de tout ça. Là. Mais est-ce que je pourrais, parce que je me rends compte, j'ai mal posé ma question, est-ce que je pourrais, par exemple, calculer pour une user story, en particulier, le nombre de points de fonction qu'elle coûte? Absolument. Parce qu'à ce moment-là, je suis capable de regarder tous les systèmes sont impactés, puis je vérifie est-ce que j'ai une entrée, une sortie, lecture ou écriture de données, puis là, je rajoute un plus un, puis à un moment donné, je dis, OK, cette user story-là, elle coûte 8 points de fonction. C'est ça. Est-ce qu'on a même un certain benchmarking qui nous dit, règle générale, les user stories devraient être en bas de tant de points de fonction, un peu comme, tu sais, on a des principes, souvent, aujourd'hui, on utilise des points, qui sont un peu une technique très intuitive. Des points, les user story points, là. Ouais. Des points de scénario. Mais on sait utilisateur. que les grosses user stories, c'est déjà un smell que tu devrais peut-être la découper. Mais est-ce qu'on peut se servir de tout ça à ce moment-là pour dire ta user story, elle a pas de sens, là, elle fait 78 points de fonction et ça se fait pas, ça, dans en fait, on peut s'en servir de guideline, mais en réalité, on veut pas que la taille devienne une limitation aux besoins de l'utilisateur. OK. Règle générale, la taille moyenne d'un processus fonctionnel, c'est autour de 10 à 12 points. Puis ça, c'est parce que intuitivement, nous, à cause de la limitation de notre cerveau, l'être humain, comment on organise, ben, on va compartimenter parce qu'à un moment donné, on n'est plus capable de comprendre ce qu'il y a là-dedans. Donc, on va pas augmenter le nombre de points, le point de fonction à un niveau trop élevé parce qu'on n'est plus capable de comprendre. Ça devient le chaos. C'est vrai parfois, puis c'est pas vrai dans d'autres cas. Il y a d'autres cas où les processus sont longs, complexes. Il y a un grand nombre de données à manipuler, mais ça se fait de façon séquentielle. Par exemple, êtes-vous déjà allé sur le site web de votre banque pour vous commander une nouvelle carte de crédit? On passe par plusieurs pages, systèmes. Exactement. Par plusieurs pages, plusieurs systèmes. Il y a des tas de systèmes qui sont sollicités pour aller chercher une partie de l'information. En plus, il y a vos données de session qui sont conservées. Même si vous sortez du processus fonctionnel, si vous y retournez, les données sont là. Pourquoi? Ben parce qu'en tant que client, c'est super long rentrer mes adresses des 10 dernières années, mes employeurs des 10 dernières années. Ensuite, mes diplômes, mon éducation, mon historique de crédit, puis de compte, puis mes autres cartes de crédit que j'ai, puis etc., etc. Fait que il y a quelque chose comme c'est un cycle assez linéaire qui passe à travers un bon 7-8 pages web faciles là, pour juste saisir l'information, puis la valider, puis la regarder. Lui, il va peut-être avoir plus que 10 points de fonction. Ben ça a à peu près 80, là. C'est gros. Mais on l'implémente quand même parce que le besoin client, il est réel, il est vrai. C'est ça. Le besoin client, il est vrai, il est réel. Il peut pas être réduit à 10 points. Ça serait pas possible ou ça serait pas ergonomique. Fait que la façon de rendre quelque chose plus simple, qui est complexe et
gros au départ, ben c'est de mettre en place des concepts d'ergonomie d'interface, puis justement de séquencer, puis de faire une espèce de workflow dans lequel l'utilisateur va bien s'y retrouver, puis en bout de piste, ça va s'être comporté comme on voulait. T'es rendu là, t'as l'étape 6, des 10 étapes. Puis un fil d'Ariane, c'est ça. À ce moment-là, il se dit, OK, je comprends, tu sais, on y ramène ça dans une mesure où est-ce que lui, il peut avoir un contexte. Puis ces 80 points-là, ils sont certainement divisés en plusieurs équipes qui travaillent avec des technologies différentes, comme le rendu web, les pages web, mais il y en a qui vont faire... Ça prend toutes sortes de compétences, effectivement, pour arriver à produire ce type d'application-là. Mais en bout de piste, quand on veut connaître c'était quoi la productivité du processus utilisé pour le développer, on prend la taille des fonctionnalités livrées, puis on regarde combien d'heures ça a pris pour le faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on inclut dans les heures? Okay? Parce qu'une heure, pas toujours une heure partout. C'est parce que l'être humain, étant ce qu'il est, il fait pas une heure juste de ça. Il peut recevoir un email pour quelque chose. En tout cas, on a un travail qui est toujours... C'est rare qu'on est attentionné sur la même tâche tout le temps. Avec l'informatique, on est souvent sollicité pour d'autres choses. C'est ça. Fait que c'est pour ça qu'un contexte organisationnel va nous amener à avoir une moyenne de coûts unitaires X, Y, Z, là, peu importe. Et puis ça, c'est notre processus exécuté dans son contexte. Fait que ce qu'il faut savoir, c'est maintenant, qu'est-ce que je compte dans ces heures-là? C'est-tu juste la réalisation? J'inclus-tu l'analyse? J'inclus-tu la conception, les tests, le soutien au déploiement? Typiquement, oui, on inclut tout ça. On inclut aussi les efforts d'architecture, surtout pour soutenir l'équipe de développement pendant qu'elle développe. Il arrive souvent, surtout dans les grosses organisations, l'effort d'architecture préliminaire qui, elle, est de l'effort fait sous l'égide d'un autre projet. Juste pour dire, on va sortir une étude de faisabilité ou étude d'opportunité pour arriver à dire, on pourrait faire tel projet, puis on pense que ça coûterait 2, 3, 4 millions. Est-ce qu'il y a un go ou il y a un no-go, là? Puis il y a souvent cette partie-là est pas inclue. Mais à partir du moment où on a un go, que les besoins sont établis, puis on commence à faire l'analyse détaillée, là, on va inclure toutes ces heures-là. Puis ça va inclure les heures où les gens sont en réunion. Quand on veut faire du benchmarking, si on veut comparer notre coût unitaire avec les coûts unitaires qui se fait ailleurs dans le monde, il faut arriver à comparer des pommes avec des pommes, là. Tu sais, fait que là, dire, est-ce que nous, notre temps supplémentaire, il est payé? Il est enregistré? Il peut être payé ou pas payé, mais il peut être ou pas enregistré. Fait que là, si on veut se servir de mesures de notre coût unitaire pour estimer le prochain projet, puis que tout le monde travaille 60 heures semaine sur le projet, mais qu'il en a inscrit juste 35 sur leur feuille de temps, on se tire dans le pied. C'est parce que là, tu crées un tu t'attends à ce moment-là que tout le monde doit travailler 60 heures par semaine. Et puis quand les gens arrêtent de travailler 60 heures, tombent à 35, mais là, la surprise. On a l'impression qu'on produit la moitié de ce qu'on produisait. Donc, il faut être bien conscient du contexte dans lequel les données qu'on cumule ont été ramassées. Puis le temps de tous les gens qui sont en support, les gestionnaires de projet ou dans une équipe Scrum, le Scrum Master, il faut les inclure aussi dans la gestion, ce qu'on appelle l'effort de planification de suivi, là. L'effort de gestion, en général, on va l'inclure aussi. Puis même les efforts d'assurance qualité. L'assurance qualité. Les rétrospectives, toutes ces choses-là. La gestion des versions, gestion de configuration, un petit peu l'infrastructure aussi, parce qu'ils sont sollicités pendant le développement en préparation du déploiement des différents environnements, développement, tests unitaires, tests intégrés, etc. Donc, si je t'entends bien, on cherche le vrai coût. On cherche le vrai coût. OK. Il y a toujours une raison. Faut connaître la raison de pourquoi on mesure. Si c'est juste, je veux me comparer avec les autres, on veut le vrai coût aussi parce qu'on veut leur juste. Si c'est, je veux être capable de mesurer, par exemple, l'amélioration de mon processus. Je suis dans une démarche d'amélioration. On a calculé, disons, une trentaine de projets. C'était quoi le coût unitaire? Puis les prochains projets, on les regarde aller. Puis c'est une période de 2 ou 3 ans. À tous les 6 mois, on va refaire une moyenne des derniers projets pour voir est-ce que ça s'est amélioré ou pas. Puis là, on va regarder ça, puis on dit,
cette amélioration de processus-là, ça touche juste l'équipe de réalisation. Mais peut-être que dans un contexte comme ça, on veut mesurer l'effort de l'équipe de réalisation seulement. Et peut-être pas le reste. On n'est peut-être pas intéressé ou on n'est peut-être pas rendu là. Ou peut-être que l'organisation, de toute façon, elle a une structure telle que le décideur qui veut faire cette amélioration-là a aucun contrôle sur les autres équipes. Ils disent, bon, ben moi, je vais pas les mesurer parce que de toute façon, que je découvre quoi que ce soit sur leur productivité, je pourrais rien y changer. Oui, puis il serait pas nécessairement bien vu non plus de dire à l'autre, sais-tu, je t'ai mesuré, puis je t'ai benchmarké, puis les résultats sont pas très probants. Il recevrait quelques tomates. Mais là, t'es en train d'énumérer, finalement, les quelques raisons qui justifient de se mesurer. Si on les revise en détail. C'est ça. Puis, donc, il y a 4 raisons fondamentales. La première, ou en fait celle où j'interviens le plus, les gens disent, ben nous, on a de la difficulté à estimer, puis on veut une mécanique qui va nous permettre de mieux estimer nos prochains projets. Bon, ben je dis, parfait, on va travailler ensemble, on va mesurer vos projets récemment terminés. On va comparer avec l'effort, on va établir des modèles d'estimation basés là-dessus. Un modèle d'estimation, ben c'est un coût unitaire. Une médiane, typiquement on travaille avec des médianes, là, de combien d'heures par point de fonction ça coûte faire du logiciel, puis on va travailler avec ça. Puis j'ai une très bonne réponse des personnes qui doivent faire les estimations, donc typiquement architectes, analystes, logiciels qui maîtrisent bien la fonctionnalité de leurs applications, qui la comprennent bien, qui sont capables de la mesurer. Puis j'ai eu récemment là au fil des dernières années là, de bons résultats où pour une organisation donnée qui applique un processus relativement systématiquement d'un projet à l'autre, la corrélation entre la taille et l'effort, c'est-à-dire jusqu'à quel degré est-ce que la taille vient expliquer l'effort que ça a coûté. Ben, facteur de corrélation, c'est ce qu'on appelle le R carré, là. C'est une valeur entre 0 et 1. Plus c'est 1, plus c'est direct. Ben, j'ai des causes à effet. Ben, j'ai des R carrés qui dépassent 0.95. Donc, la taille a une grosse incidence sur l'effort. La taille vient à elle tout seule. La taille en point de fonction, à peu près en point de fonction, vient expliquer l'effort. Donc, pour estimer, c'est une très, très bonne façon d'estimer. Ben oui, parce qu'aussitôt que j'ai la taille, puis typiquement, on est capable, dès l'analyse préliminaire, j'ai pas la taille exacte, mais je suis capable d'estimer cette taille-là. Puis, sachant c'est quoi ma productivité, ben je peux donner un ordre de grandeur réaliste à mon gestionnaire avec ce qu'on appelle l'intervalle de confiance. C'est si je veux être sûr à 95%, c'est pas un chiffre que j'y donne, hein? C'est un intervalle de chiffres. Ça va être entre X puis Y. Puis là, ça, on arrive avec des outils très simples comme Microsoft Excel à sortir des petites analyses statistiques de base avec la médiane, l'erreur type, deux colonnes de chiffres. Mais là, juste pour m'aider à comprendre, dans un processus agile, si on prend Scrum, actuellement, l'estimation, ça va se faire quand on est au début du sprint, au sprint planning. Une technique qui a été bien documentée, c'est les fameux user story points que je citais un peu plus tôt. Oui. Toi, ce que tu vas recommander, c'est probablement, prenez pas des user story points, prenez des points, des function points cosmiques. Cosmiques. On n'a pas expliqué pourquoi il y a des function points puis il y a des function points cosmiques. Est-ce que c'est juste... Si, c'est que depuis 79, ça existe, les function points, les points de fonction ou l'analyse de points de fonction. C'est un monsieur Albrecht qui a sorti ça à l'époque où il travaillait chez IBM. Puis ça a donné lieu à une méthode qui s'appelle IFPUG, qui est tout ça un acronyme, là, qui est International Function Point Users Group. Okay. Cette méthode-là, c'est la méthode dite de première génération. Il y a des années 80. Début des années 80, ça a évolué, mais pas tant que ça. Aujourd'hui, on a la version 4.2, qui est la version courante. C'est quand même largement utilisé dans le monde, mais IFPUG, elle a plusieurs limitations, notamment c'est la façon dont ça a été conçu, ça mesure bien les systèmes d'information, puis particulièrement quand ils sont dans une et une seule couche. Donc, ce qu'on faisait dans le temps des mainframes. C'était un environnement distribué, c'est ça. Compliqué. Ben là, oui. Parce que mais là, tout ce qui est système embarqué temps réel, on oublie ça, ça mesure pas ça. Tu es en train de me dire que les points de fonction
dans l'industrie, il y a comme certaines... Il y a plusieurs méthodes qui existent. Pour calculer le fameux point de fonction. Oui. Tu l'as expliqué brièvement en disant, bon, c'est les entrées, les sorties. Ça. Mais ça, c'est cosmique, ça. Ça, c'est cosmique. La méthode cosmique fonctionne comme ça. La méthode cosmique est la seule méthode dite de deuxième génération de point de fonction. Nettement plus simple à comprendre, beaucoup plus simple à apprendre aussi, parce que une formation, ça dure typiquement une journée et demie. Une journée et demie, quelqu'un a appris la théorie, il le met en pratique, puis il a été capable de mesurer, faire valider ses mesures de ses propres dossiers fonctionnels ou de ses propres descriptions de fonctionnalité. Fait que alors que la méthode IFPOG, le cours de base, il est de 3 jours, je crois, puis ça fait pas nécessairement de vous un mesureur aguerri. Puis qu'est-ce que veut dire l'acronyme cosmique encore? Common Software Measurement International Consortium. Donc, ça dit bien ce que ça dit. C'est un consortium international. Le noyau d'experts qui travaillent activement sur la méthode, c'est des gens, il y en a un peu du Canada, c'est sûr, moi je travaille un petit peu, là. Il y a des gens des Pays-Bas, de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Italie, de la France, du Japon, de l'Australie, de la Chine, de l'Inde, beaucoup de gens indiens. Les Américains, je les ai pas entendus. Ah, il y en a pas. Bizarre. C'est peut-être pour ça qu'on n'entend pas ici en Amérique du Nord beaucoup parler de... Il y en a pas énormément, effectivement. Là, en fait, les Américains, eux, ils utilisent surtout IFPOG avec les limitations. Je pensais qu'elle que tu allais dire, en fait, les Américains, ils se mesurent pas. Ils sont persuadés qu'ils sont bons. Non. Ça émerge tranquillement. Aux États-Unis, il y a une personne récemment, un Américain, mais d'origine allemande, en fait, Okay. qui a commencé à utiliser Cosmic aux États-Unis. Mais bon, c'est sûr qu'ils ont une historique avec des données cumulées que la méthode IFPOG. Il existe par contre des calculs, des algorithmes en fait, c'est une petite règle de 3 pour faire une conversion de IFPOG vers Cosmic. IFPOG vers Cosmic, là. C'est quoi la différence? Puis c'est pas énorme. Pour des systèmes d'information, typiquement, c'est 1 pour 1, là. Donc là, on a bifurqué un peu pour revenir sur Cosmic, point de fonction. Oui. Maintenant, ça revient. Moi, je te disais, je suis dans une équipe Scrum, je suis dans mon sprint planning, j'ai une user story, on vote et on dit, on pense que ça vaut tant de user points. OK. Là, est-ce que ça serait différent avec ton approche ou on fait quand même cette approche-là et c'est plus tard dans le processus qu'on va mesurer les points de fonction? Je dirais soit plus tard ou plus tôt et pas nécessairement avec le même monde. C'est-à-dire que les user story points, d'abord, c'est pas une mesure. C'est une intuition. C'est une perception. Une perception, puis c'est un chiffre. Je pense un chiffre sur lequel l'équipe est d'accord. Ouais. OK? L'activité de faire une estimation en user story points, c'est une activité d'équipe qui vise à s'assurer qu'on a une compréhension commune de la charge de travail à faire. Ça, c'est une chose. Mm-hmm. La mesure cosmique, c'est pas à ça qu'elle sert. C'est une mesure qui est objective. C'est-à-dire, 2 mesureurs, là, ils vont arriver au même résultat. Typiquement, les différences entre 2 mesureurs, ils sont relativement faibles. Là. Typiquement, dans une même organisation, une fois que les gens sont bien formés, puis qu'ils en ont fait quelques-uns qui ont comparé leurs mesures, puis qui sont pas mal certains. Ça, c'est toujours le bénéfice de ce qu'il y a à mesurer est clair. C'est ça. En fait, oui, mais ça, je vais en revenir là-dessus. Okay. La clarté ou la qualité des spécifications. OK. Mais lorsqu'on a une compréhension commune, la mesure va être aussi pas mal commune. Il y a toujours des petites différences, mais typiquement, c'est de moins de 5% dans une même organisation. J'ai des clients là où systématiquement, il était 2 qui mesuraient, puis il y avait moins de 2% d'erreur. On s'entend que les user story points, tu peux avoir quelqu'un qui vote 8 points. Je vais mettre 8. Puis il y en a un autre qui vote 3. Ou tu as quelqu'un qui va littéralement dire 42 points. Ça veut dire, j'ai aucune idée. Qu'est-ce que c'est? C'est super gros. Je veux juste être sûr que je vais avoir du temps. Ouais, c'est ça. Donc, c'est très arbitraire. Et
Les user story points, ça sert à l'équipe, c'est pas exportable en dehors de l'équipe. Même le projet d'à côté, ils ont peut-être pas Non, la d'autres même façons. façon de donner la taille. Fait qu'ils peuvent pas faire de benchmarking avec d'autres, même pas dans leur même organisation, puis encore moins avec le reste du monde Donc, sur la planète. Ça Fait revient que- que cet exercice-là de planification, donc il y a un estimé qui est à faire. Mhm. Est-ce que ça vaudrait la peine de prendre le temps de calculer les function points? Moi, je pense que oui. Ne serait-ce que pour avoir une compréhension de la fonctionnalité qui est à développer ou à évoluer. Donc, ça va forcer une conversation sur qu'est-ce qu'on veut vraiment dire par cette user story-là. Oui. Peut-être on va devoir à ce moment-là donner des exemples En fait- concrets pour l'illustrer. En fait, qu'est-ce que ça implique, cette user story-là? Oui. Puis sur Pixis a récemment traduit en français le Guideline for Sizing User Stories with Cosmic, qui a été fait par un monsieur en Angleterre qui s'appelle Grant Rule. Il a sorti une façon très simple de mesurer en point de fonction cosmique la taille d'une user story avec un bon exemple. Ça tient sur 2 pages. Et c'est disponible sur le site web de Cosmic dans la section Portal puis Downloads, là, qui est www.cosmicon.com. On va mettre le lien, nous, sur notre site. Puis, il y a une façon de mesurer la taille de chacune des user stories. Là où il faut être prudent, c'est que les coûts unitaires, quand on fait de l'estimation pour ça, on a ce qu'on appelle le phénomène des grands nombres. On travaille sur des moyennes. Okay? Un peu comme si je vous dis combien ça prend de temps en moyenne faire la route Québec-Montréal sur la 20. Ben, typiquement, tout le monde va répondre de ça prend 2h30. Ouais. Je l'ai fait des centaines de fois, les retours. Ça me prend 2h30, plus ou moins 15 minutes. Hein? Après. Bon. Mais si vous essayez d'extrapoler le temps que ça va vous prendre alors que vous êtes au coin de Sainte-Catherine et Université au feu rouge et que vous bougez pas, ça va être un temps infini. Si pendant quelques secondes, vous êtes sur la 20 quelque part au milieu de nulle part, vous roulez vite, vous dépassez une grosse vanne qui vous empêche de bien voir, puis que vous montez l'accélérateur jusqu'à, disons, 140 km/h, puis que au moment où vous atteignez votre maximum de vitesse, même si c'est une fraction de seconde, vous extrapolez votre durée de trajet basée là-dessus, ça va dire, ça prend 1h30. Ouais, mais c'est pas vrai, on s'est trompé royalement. Donc, Cosmic, c'est la même chose. Je peux pas, pour une seule fonctionnalité, essayer de prédire mon effort basé juste sur sa taille, parce que la taille n'explique pas tout de façon granulaire. Dans l'ensemble, ça fait du sens parce qu'on a un grand nombre de fonctionnalités à développer ou à évoluer. Mais de façon unitaire, ça veut rien dire. C'est pour ça que je n'abandonnerai pas l'exercice des user story points pour avoir la discussion avec l'équipe, parce que je peux avoir 2 user stories qui sont de 10 points cosmiques chacune, mais ça peut être du simple au double, puis même du simple au triple en termes d'effort puis de complexité de ce qu'il y a à faire. Parce que la user story, c'est quelque chose qui est visible pour l'utilisateur. Mais pour les développeurs, il y a peut-être toute une couche d'infrastructure à développer dans le cas de la première qui est pas vrai dans le cas de la deuxième. T'sais? Fait que c'est sûr que sur le total du projet, ça va s'équilibrer. Nos premières user stories ou nos premières fonctionnalités qu'on développe dans un projet, de façon unitaire, sont toujours plus coûteuses que les dernières. Parce que les dernières, tu sais, notre infrastructure est toute là. On réutilise beaucoup, puis en tant qu'équipe, on a appris à collaborer ensemble, puis on devient plus efficace aussi. Fait que de façon granulaire au cours d'un projet, c'est difficile à évaluer. C'est pour ça qu'il faut le regarder à plus haute échelle. Que les points de fonction sont intéressants pour l'estimation. L'estimation à haut niveau. À haut niveau. Donc c'est une estimation qui va servir à atteindre d'autres buts. C'est peut-être là où est-ce que les autres raisons pour utiliser les fonctions de points, les points de fonction, s'attachent avec l'estimation. C'est comme une étape de base, une fondation pour aller ailleurs. Oui. Par exemple, une des faiblesses des projets agiles,
C'est de dire, c'est bien beau, là, l'agilité, mais j'ai besoin d'allouer un budget à ce projet-là. Ouais. Hein? Bon. Là, on se fait un backlog, on fait un sprint zéro, on établit notre backlog, on le mesure tout avec le Poker Planning Game, puis on a toutes des User Story Points. Mais comme c'est cette valeur-là, je peux pas m'en servir vraiment en me basant sur mes projets précédents. Si j'ai des projets précédents, c'est peut-être pas la même valeur aux yeux de l'équipe. C'est difficile de dire, combien ça coûte. Et c'est là que Cosmic peut venir nous aider, parce que si en plus j'ai établi la mesure en point de fonction cosmique, puis là on parle de quelqu'un qui est habitué, là, c'est par user story, c'est quelques secondes, peut-être 1 ou 2 minutes que ça prend à faire la mesure. Oui, c'est pas. Que ça. Oui, c'est pas des heures, là. C'est ting. Si moi c'est nouveau, mon premier réflexe c'est comme. Je demanderais du temps. Donne-moi beaucoup de temps pour que je fasse ça. Donne-moi toute l'après-midi. Parce qu'au risque, on se protège. Ce qu'il y a à mesurer est quand même simple à comprendre. Donc... Mais c'est simple dans la mesure où tu as une bonne compréhension de l'architecture du système déjà en place. C'est un patrimoine. Oui, on peut pas faire ça ou si tu fais un Greenfield Project, c'est-à-dire un nouveau projet de l'architecture qui va être mis en place, parce qu'il faut que tu aies un peu de compréhension de l'architecture pour évaluer quels sont les points. Ça prend une idée, au moins au niveau business, là, des données qui vont être manipulées en partant. Puis ce qu'on sait, en estimation, on a toujours un facteur de risque. Puis le risque, il est parfois technologique ou souvent technologique, mais il y a aussi le risque de se tromper dans ce qu'on a compris. Puis le risque de se tromper, j'ai même des clients qui l'ont mesuré. C'est-à-dire qu'au niveau préliminaire, ils ont établi ou ils ont fait une estimation de la mesure en point cosmique au meilleur de ce qu'ils étaient capables de connaître à ce moment-là. Et ils refont la mesure plus tard, à la fin, pour dire qu'est-ce qu'on a livré pour vrai, puis c'est quoi la différence. Puis ils se sont rendus compte que la différence, elle était constante entre 20 et 30%. C'est-à-dire que si je mesure 100 points au préliminaire, le projet, une fois fini, était entre 120 et 130 points, pas mal tout le temps. Ça veut dire que tu peux quasiment rajouter un facteur tout le temps. Ils peuvent l'appliquer au départ? Ben oui. Fait que c'est sûr que d'une compagnie à l'autre, ça se peut que ce facteur-là change. D'un métier à un autre aussi. C'est ça. Mais ça prend des gestionnaires qui veulent prendre le temps de faire ces efforts-là pour arriver à avoir ces métriques-là. L'œuf ou la poule. Ouais. C'est-à-dire que ça prend un gestionnaire qui veuille prendre le temps de le faire. Mais une fois qu'ils l'ont fait, le retour d'expérience que j'ai eu d'un gestionnaire, là, d'un président de PME qui développe du logiciel, c'est lui, comment dire ça, là, son modèle d'affaires, c'est de vendre ses projets avec des prix plafonds. Parce qu'il dit. Donc lui, il aime ça, les points fonction à ce moment-là. Lui, il veut pas se tromper dans ses estimations parce qu'il mange sa chemise à chaque fois qu'il dépasse. Puis son retour d'expérience, une fois qu'il a mis ça en place, c'est à cette heure, je me trompe à peu près plus jamais sur mes estimations, d'une part, puis d'autre part, quand je me trompe, là, c'est parce que je l'ai pas mesuré. Donc, le coût de ne pas l'avoir mesuré, ça vient piger dans sa poche à la fin du projet en tant que propriétaire d'entreprise. Fait qu'il a compris à quoi que ça servait de se mesurer. Effectivement, oui. Puis, les bons gestionnaires qui savent bien gérer avec leurs indicateurs, ils sont conscients que, ça prend des bonnes mesures pour arriver à prendre des décisions qui sont solides. Puis, il faut assurer la qualité des données aussi. Là, maintenant, on disait tantôt, mais qu'est-ce qui arrive si nos specs sont à brouche que brouche, là, ou qui sont tout croche puis qu'on comprend pas? Ça, c'est une autre affaire. C'est là-dessus que je fais mon doctorat. C'est l'impact sur l'identification des défauts dans les spécifications fonctionnelles quand on utilise Cosmic. C'est-à-dire que ce que je me suis rendu compte après des années de coaching en peer reviews, en inspection, en revue par les pairs et autres sur des documents d'exigence, donc des spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles et autres, c'est sûr qu'à force d'en faire, on développe une habileté à détecter les défauts, c'est-à-dire les ambiguïtés, des choses qui font que quand le logiciel va être développé, il peut être conforme à ce qui est écrit, mais ce qui est écrit est tellement flou que c'était pas ça que l'utilisateur voulait, là. Bon. Ouais. C'est ceux-là qui coûtent cher qu'on veut détecter dès le départ. Mais je me suis rendu compte que juste en tentant une mesure cosmique
d'une spécification en partant le projet. Tout ce qui était pas clair, je m'enfargeais dedans. Puis je soulevais des questions. Boum, 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 boum. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait une valeur ajoutée à essayer d'appliquer Cosmic sur des specs juste pour tâter le niveau de qualité. Ça serait quasiment une 5e raison, parce que t'as 4 raisons que tu vois. Les 4 raisons. On parle de la première estimation, mais tout à l'heure, on pourrait même rappeler qu'il y aurait une 5e raison pour mieux spécifier, pour mieux comprendre finalement ce qu'il y a à produire. C'est ça. Puis revenir à ceux qui ont rédigé les specs avec ces questions-là pour qu'ils puissent les clarifier, puis voir à ce qu'on ait tout le monde une compréhension commune de ce qui est à faire. C'est ce qui va faire qu'on va éviter des pertes de temps. C'est fait que, il y a les concepts agiles, c'est bien, mais ça incorpore en même temps les concepts du lean. Comment éviter le gaspillage, ça, c'est une des façons. Donc là, on vient de parler d'estimation. Mm-hmm. Moi, tu nous as écrit une belle petite liste sur un tableau blanc. Le deuxième item que tu avais mis, donc la deuxième raison pourquoi on aurait intérêt à mesurer en point de fonction, c'est pour la productivité. Donc, pour mesurer la productivité. Pour la connaître. Pour connaître. Parce que la productivité qu'on mesure souvent en heures par point de fonction, c'est l'ingrédient de base, c'est ce qu'en agile, on appelle souvent la vélocité. C'est une expression de la vélocité, si on veut, qui est essentielle pour être capable de faire de l'estimation qui soit précise. Si on part avec aucune donnée, combien d'heures par point de fonction je vais mettre? Là, typiquement, les gens qui me demandent mon avis d'expert, là, je leur dis, montrez-moi votre processus, puis en fonction de ses caractéristiques, là, je vais regarder, ça, de mon expérience, c'est un processus qui roule à 40 heures du point de fonction, à 30 heures du point de fonction, à 20 heures, à 12 heures, à 2 heures. T'sais? Donc, dépendant des contextes, je vais être capable de les orienter. Puis dans le cas où c'est un petit peu difficile, puis ils ont de l'air d'avoir un processus qui est relativement qu'on retrouve de façon fréquente là un peu partout sur la planète, on va piger dans les données qu'on retrouve dans la base de données IceBag. Là. IceBag est tout ça un acronyme, là, ISBSG, qui est International Software Benchmarking Standards Group. Qui est un organisme sans but lucratif qui ramasse des données de projet puis qui publie des rapports de benchmark. On peut acheter une licence de leur base de données pour être capable de chercher ces valeurs-là. De calculer notre productivité ou d'identifier notre productivité sans vraiment se mesurer. Juste à partir de ton processus. Ça peut servir d'input à l'estimation dans le cas où notre productivité est inconnue. En même temps, on peut se servir de ça pour faire du benchmarking. En français, je pense qu'on appelle ça l'étalonnage. C'est-à-dire, je me compare, moi, avec le reste de la planète. Mon processus, il performe à quelle vitesse, puis le reste de la planète... Donc là, on tombe dans une autre des raisons. C'est l'item 4 que tu nous as mis, benchmarking. C'est ça, le benchmarking. Donc, toutes ces notions-là d'estimation, productivité, benchmarking... Donc, on peut se comparer. C'est pour se comparer. Parce que les gens aiment bien ça, se comparer, pour dire, est-ce que on est... comme nos voisins, ou on n'est pas bon du tout, puis ou on est très très bon? L'anecdote que j'ai là-dessus, c'est ici on est super bon, on dépasse jamais nos budgets, on livre presque 95% et plus de nos projets sont livrés dans les coûts, à la date prévue, puis la quantité de fonctionnalités prévues. Puis là, je dis wow, c'est le fun. Fait que là, on se met à mesurer coût unitaire, puis on benchmark. Puis là, ils sont à 40 heures du point de fonction. Fait que la question, c'est la vraie expression, c'est on est super bon à faire de l'estimation puis de la prédiction, mais on n'est pas efficace à développer du logiciel. Fait que c'est là que, tu sais, ça sort les gens de leur zone de confort parce que, le sachant, soudainement, ils ont envie de vraiment améliorer leur façon de faire puis de dire on n'aime pas ça, se faire dire qu'on est moins bon que les autres parce qu'on pensait qu'on était bien bon, tu sais. Puis il y a des films... Ça va amener à la quatrième raison qui va être d'améliorer son processus. D'améliorer son processus. Qu'on est à 40 heures du point de fonction, puis là on se dit ouf, on est vraiment pas bon. On n'est pas efficace. On n'est pas efficace. On développe peut-être les bons logiciels, puis dans les coûts, les budgets, tout ça, mais en général, ça coûte très cher.
Puis c'est symptomatique parce que dans ces organisations-là, les utilisateurs, ils sont contents de la solution qu'ils reçoivent la plupart du temps. Mais s'ils ont quelque chose à se plaindre, c'est le coût. Ah ouais. Parce qu'ils disent, la moindre modification à mon système, ça coûte 1,5 million. Puis ça prend 6 mois, ça un an. prend 6 mois pour l'avoir. Tu sais, c'est ça. Fait qu'en plus, dans un contexte où on est dans mondialisation, la compétition est féroce, tout le monde s'en va e-commerce, tu sais, tout ce qui est banque, compagnie d'assurance, etc. Les grands joueurs, ils veulent une façade sur le monde via l'Internet. Ils ont besoin de développer rapidement des applications web. Ben, leur processus suit pas leurs besoins d'affaires. Puis là, ils se font dépasser par le compétiteur et un jour, ils perdent la clientèle et ils disparaissent. C'est ce qui fait que les gros joueurs principaux sont plus là 30 ans plus tard. Mais les gros joueurs, ils ont bâti leur fortune sur des processus où, justement, c'était nécessaire d'avoir le 40 heures par point. C'est préférable au chaos, sincèrement. Oui. Au moins, c'est prédictif. Ouais. Cependant, là, on est à l'heure de la rétrospective où il faut examiner notre façon de faire puis dire, peut-on faire autrement pour être plus efficace? Arriver à livrer plus vite? Parce que les seuls qui peuvent survivre quand t'as une productivité qui est déficiente comme ça peut être des organisations gouvernementales parce que la compétition ne les fera pas disparaître. Il n'y a pas un compétiteur qui va prendre leur place. Mais un jour, il y a quand même des citoyens payeurs qui sont Qui vont se poser la question, c'est ça. Ça coûte trop cher. Mais au-delà de ça, c'est que il y a énormément de logiciels qui se développent dans des organisations dont le domaine d'affaires n'est pas de faire du logiciel. Comme j'expliquais tantôt, tout ce qui est banque, compagnie d'assurance, les grandes sociétés, prenez rien qu'au Québec, SAQ, Hydro-Québec, qui sont des sociétés de la couronne peut-être, mais néanmoins, ils se développent du logiciel là aussi. Ben, ces gens-là ont quand même le souci de vouloir être efficaces. Là. C'est juste que pendant longtemps, tout ce qu'on connaissait au Québec, ben c'était les méthodologies que j'appelle des firmes à 3 lettres là. Bon. Lourdes. Qui étaient oui, lourdes par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, mais à l'époque c'était ça, c'était ça. Puis c'est difficile pour ces gens-là de dire on va se mettre à travailler autrement quand toute la chaîne des gestionnaires, des cadres supérieurs, cadres intermédiaires et autres, qui sont en place des fois depuis 25-30 ans, c'est la seule méthodologie qu'ils ont connue. Puis l'entreprise a été bâtie sur cette méthodologie-là. Oui. Puis plus que ça, les titres et les rôles de chaque individu sont attachés à des livrables spécifiques de la méthodologie. Puis là, tu dis non, on va changer de façon de travailler. Oui, mais moi, je suis un analyste. Est-ce que je continue d'être analyste? Tu perds ton identité, puis les gens perdent leur identité, effectivement, puis ils perdent leur repère en fait. Leur identité ils l'ont, mais c'est leur repère pour dire je fais quoi aujourd'hui, je fais quoi demain, comment je m'y prends. Puis tu sais, si on veut mettre en place des mécanismes efficaces, introduire peut-être des processus agiles, qui en tout cas, moi je pense qu'il est une bonne chose, mais pas dans tous les contextes, mais dans une majorité de contextes. Un vaste échantillonnage. Oui, c'est ça. Ben, ces gens-là, ils veulent gagner en efficacité, mais ils sont à un point où ils savent pas par où commencer. Qu'est-ce que je fais? Fait que là, c'est ça. Qu'ils commencent à se mesurer, déjà, pour prendre conscience de l'inefficacité de leur façon de procéder, c'est une première chose. Il faut d'abord qu'ils veulent voir qu'ils ont un problème pour vouloir le résoudre. Puis Cosmic, en tout cas, avec Cosmic, c'est une bonne façon de faire. Là, son résume. Finalement, tu nous as donné 5 raisons. Oui. Pour s'estimer, pour être capable au moins juste d'identifier sa productivité, pour être capable à ce moment-là aussi de se benchmarker, donc se comparer avec d'autres joueurs du marché, et ultimement de pouvoir améliorer son processus. Et le dernier qu'on n'avait pas identifié, mieux comprendre, ou en tout cas identifier où est-ce que sont les zones floues dans les exigences. Oui. Donc ces 5 raisons-là, à terme, ça serait une justification de dire vous devriez être en mesure d'évaluer vos points de fonction. De mesurer la taille, c'est ça. Pratico-pratique, là, tu m'as dit, Mario, là, quand tu étais familier, là, ça prend quelques secondes de mesurer. Par fonctionnalité, oui. Donc, une organisation là, qui en fait pas aujourd'hui, qui disait, moi, ça m'intéresse. Tu as parlé d'une formation qui dure une journée et demie, 2 journées. Une journée et demie. Une journée et demie, et ensuite un suivi, puis donc
de se l'accaparer dans une organisation, puis dire maintenant on va utiliser ça, c'est pas quelque chose qui demande des années, là, c'est un effort. Non, typiquement, les interventions que je fais dans des assez grandes organisations, là, je parle de 150, 200 personnes dans les équipes de développement, c'est une dizaine de jours répartis sur 6 mois. Parce C'est que sûr. tu reviens au fur et à mesure, Oui, je pour faire des reviens. boucles de rétroaction. Je fais des boucles de rétroaction, je valide leurs mesures, je les coach un petit peu. Fait que les gens, entre-temps, eux, ils ont un petit peu de temps à mettre sur les premiers projets pour faire la mesure. Puis après ça, ben c'est de l'entretenir. Hein? Fait que dans un contexte donné, si tu maintiens 18 applications, bon, ben le premier projet, Mais tu là, mesures, est-ce que les premières fois que tu mesures une application, c'est long, mais après ça, tu fais juste entretenir la mesure déjà existante, ça va bien. Mais là, Sylvie, la façon dont tu me présentes ça, c'est comme, faites-le, c'est pas très compliqué. C'est pas cher. Vous allez atteindre le succès. Puis, je vais faire une analogie. Les gens disent toujours, faites du Scrum, vous allez améliorer vos processus. Et la réalité, c'est que c'est difficile pour une organisation d'adopter des méthodes agiles comme Scrum. Ouais. À prime abord, quand on regarde ça, ça semble simple, mais rien n'est simple dans la vie parce que vu que ça demande un changement, c'est ardu. Là, est-ce que c'est arrivé, toi, dans certains cas où tu as eu des organisations qui, même si c'est simple, ils ont eu des échecs, ils sont pas arrivés? Des échecs, non. Qui délaissent un petit peu la mesure. Sûrement. Ça, parce ça que arrive. C'est une contrainte de la Mais vie. ça arrive, là, dans des organisations où il y a un manque de maturité du processus. Ça prend une discipline aussi. Là. C'est ça. Là où il n'y a pas de discipline, où il n'y a pas de rigueur, mettre la mesure en place, c'est comme de demander à quelqu'un de courir quand il ne sait pas marcher. Ouais. Mais quand l'organisation est rendue là, quand que ses processus puis sa gestion Et discipliné. est disciplinée, rigoureuse, puis qui commence à prendre de la maturité parce que les gestionnaires se font former. Ça, c'est une autre affaire. Ici, au Québec, on dépense de l'argent, quand même, passablement beaucoup d'argent pour former les membres d'équipe, des équipes techniques de développement. On forme pas les Mais gestionnaires. on forme pas les gestionnaires ou pas suffisamment. Fait que là, ben ça demande de former un peu les gestionnaires. Donc, le gestionnaire, il faut qu'il comprenne à quoi que ça sert des mesures, comment on décide basé sur des mesures, comment je soutiens ma mesure, puis que je m'assure qu'elle est alimentée, puis que ça rentre dans les mœurs, tu sais. Puis c'est comme ça que c'est ce qu'on appelle la maturité là, d'un processus de gestion. Donc, à quelque part, une organisation qui les laisserait tomber en cours de route, c'est à peu près les mêmes raisons pour lesquelles il va avoir la misère souvent à adopter une pratique, des pratiques agiles. C'est à un moment donné, si t'es Ouais. où tu vas. Puis toi, t'es chanceux à quelque part parce que l'agilité, ce qui est malheureux, c'est que ça a servi aussi comme de mot passe-tout pour dire je peux faire du n'importe quoi. Pour les gens qui avaient un processus chaotique, dire nous on est agile, on fait du n'importe quoi. Ce qui est Oui, ça, malheureux parce que j'en ai vu aussi dans ma pratique au crime, là, où rentrer à des endroits où dans leur plan d'affaires, ils disaient qu'ils appliquaient du extreme programming, puis de tout ça, puis là, je rentrais là, puis je disais c'est pas ça. est-ce que les développeurs sont colocalisés? Non. Faites-vous du refactoring? Refacto quoi? Refacto quoi? Intégration continue. L'intégration continue, non. C'est quoi votre outil de gestion de source? Ben, on n'en a pas. Les fichiers de programme sont sur le serveur, là, dans des répertoires. Oh là là! Puis là, je descendais la liste des pratiques d'XP comme ça. Il y en avait puis zéro. Zéro. Puis ils prétendaient faire de l'agile, faire du XP. Puis c'était pas le cas, pas en tout, mais pas du tout. Mais pendant quelques années, beaucoup de gens pouvaient se cacher derrière le fait que c'était pas très connu, donc tu pouvais faire croire que tu faisais ça et te donner bonne presse, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Ouais, c'est ça. Écoute, Sylvie, je pense que ça fait le tour de pourquoi se mesurer pour ultimement s'améliorer, parce que dans les 5, mais c'est plus que ça, c'est pas juste s'améliorer, c'est benchmarker, comprendre où on est au niveau de notre productivité. Ouais. Nous, en terminant, souvent, on demande à nos invités, y a-t-il un blog, un livre, quelque chose que tu voudrais recommander? Puis on va faire un peu différent, parce que avant qu'on fasse l'entrevue, à un moment donné, tu nous as fait part que tu adorais la chasse. Oui. Tu es une chasseresse. Une chasseresse. Et c'est la période de la chasse. C'est En la fait, période de la chasse au Québec. C'est dans la famille, comme Oui, on parce que dit. tu vas à la chasse avec ta mère.
Là, je vais à la chasse avec ma mère depuis 6 ans. On va à la chasse au chevreuil. C'est notre activité mère-fille. Donc là, vous êtes tout avec les fusils, Oui, les choses ouais. oranges, tu sais, on pile Le dans la dossard, boîte, puis- on pile dans la boîte. En fait, on va au chevreuil à la poudre noire. Ah Donc, oui, en plus. Ça ouvre dans 2 semaines, puis normalement, la boîte, il y en a pas trop rendu là parce que Ouais, ça c'est gèle, gelé, c'est ça, gelé la c'est nuit. gelé. On se les gèle d'ailleurs dans la cache. Mais Mais là, est-ce que vous, tu sais, parce qu'il y a il y a différents types de chasseurs, mais il y en a, tu sais, qui vont éduquer des chevreuils en mettant des pommes ou des choses pour qu'ils viennent, pour que ça soit beaucoup plus facile des, bien c'est sûr, on fait ça aussi. donc, mais là, on dira pas que la fin justifie les moyens, mais vous assurez quand même de pouvoir, parce qu'il n'y a rien de plus plaisant de pouvoir dire, j'ai abattu, un chevreuil. C'est ça. Mais est-ce que Non, tu en vois- fait, le plus plaisant, c'est de recevoir des gens puis de dire ton souper, je l'ai fait cuire, mais je l'ai tué aussi. Quand j'étais jeune, mes neveux ils disaient ça, j'ouvrais le four quand ils arrivaient pour le souper de Noël, puis ils disaient ma tante, c'est-tu toi qui as tué le souper? Mais là, tu vas-tu aussi à l'Orignal? Non. Parce que l'Orignal, c'est fini, je pense, au Québec. Si on regarde les différentes dates, là, L'Orignal, ben il y a L'Orignal, eu l'ouverture, c'est faite pour l'arc, la poudre noire, pas la poudre noire, l'arc puis l'arbalète, puis après ça, c'était la carabine. Puis si c'est pas fini, c'est sur le bord de l'être, là. L'Orignal, parce là, que- bientôt, ouais. c'est la poudre noire, là. Là, le chevreuil, ça commence en septembre avec l'arc et l'arbalète. Après ça, il y a une période, il y a 1 ou 2 semaines de break, puis il y a la période pour les carabines. Puis après ça, ben à partir dans ma zone à moi, du 7 ou du 6 au 21 novembre, c'est la chasse Donc à la là, poudre noire. Est-ce que tu fais comme le vrai chasseur, c'est-à-dire que tu disparais et tu es vraiment dans la chasse à temps plein ou... Ben j'y vais le samedi puis le dimanche typiquement. Je vais passer une journée avec ma mère dans la cache de une demi-heure avant le lever du soleil à une demi-heure après le lever du soleil, ou moins si la bête s'est présentée plus tôt. Il y a des jours où j'ai chassé, j'étais là pendant 12 heures, j'ai rien vu, puis d'autres journées, ben après 1h15, j'étais déjà en train de ramasser les abats de ma victime. Donc, puis la façon pour toi de te mesurer, c'est de dire à ceux qui viennent souper chez toi, ben, ce que tu manges, je l'ai tué. Donc ça, c'est l'unité de mesure par excellence. Fait que c'est sûr que bon, ça peut avoir l'air violent comme ça, mais je prône une chasse qui est responsable, tu sais, dans le sens, tuez pas ce que vous allez pas manger, Ouais. puis tuez pas au-delà de votre limite non plus, ce que vous avez droit. Puis une des pratiques que je fais où je m'inspire beaucoup des Amérindiens là-dessus, c'est qu'une fois que ma bête est morte, je la remercie de donner sa vie pour me nourrir. Ah, Et je m'assure qu'elle ne sera pas gaspillée. tout à fait. Je conserve tous les abats et je les utilise dans ma Mais cuisine. t'es représentatif de... Parce que au Québec, il y a quand même... c'est sûr qu'au centre-ville de Montréal, il n'y a pas tant que ça de monde qui va à la chasse, mais dès que tu vas dans les régions, c'est une Ah. activité... ça fait Ben, partie du patrimoine Mon québécois. beau-père demeure dans les cantons de l'Est, en Estrie. C'est ça. puis En un Estrie, chasseur. c'est ça. Ouais. Il y a une terre, Ouais. puis il va chasser, puis il fait presque toutes les chasses que tu as nommées tout à l'heure. Mon conjoint habite en Estrie aussi, puis il y a des grosses compagnies dans ce coin-là. Quand la chasse rouvre, les gens rentrent pas. Ah oui, tout à fait. Ils prennent toutes leurs vacances en même ouais. temps. Ouais. Il y a tellement pas de monde à l'usine. ça devient tu fermes l'usine. problématique à l'usine, ouais. C'est une passion. Puis il y a moyen de faire, comme tu disais, de la chasse qui est humaine, dans le sens Qui est où, responsable. qui est responsable, c'est ça, exactement. Ben, on te remercie. Ça me Nous, fait on fait plaisir. la pause. Moi, j'ai bien aimé. J'ai découvert ça, puis je suis un peu surpris que ça soit pas aussi connu, ces points de contrôle-là, puis ces techniques-là. Je pense que ça va... C'est peu enseigné dans les universités, malheureusement. Ouais, Ben, comme l'agilité est presque pas enseignée non plus. Ça commence. ouais, ça commence. Ben, merci bien. Ça me fait plaisir. On fait la pause et on revient nous avec la suite. Les actualités avec Guy Barrette. Hey, une grande nouvelle chez Microsoft, Ray Ozzie, qui était le chief architect, celui qui a remplacé Bill Gates. Ben oui, il avait pris la job de Bill Gates. Ouais, en fait, il a annoncé sa retraite. En fait, Steve Ballmer a annoncé que Monsieur Ozzie allait prendre sa retraite.
Donc, il s'en va. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui le remplace? Absolument pas. Son poste ne va pas être comblé. Donc, c'est comme Is there a captain on board? Personnellement, moi, j'ai l'impression qu'il y avait plus de capitaine depuis déjà un bout de temps. Oui, Donc, effectivement, probablement parce que Realzy a focusé sur l'aspect cloud computing. Donc, a mis tout en place, là, la structure Azure. C'est pas peu dire, là, c'est énorme, là, parce que c'est Microsoft met presque 100% de ses efforts là, présentement là-dessus. Donc, c'est quand même important. Là. Moi, c'est vrai qu'il faudrait quand même pas minimiser son impact. Mais c'est quand même symptomatique qu'il ne soit pas remplacé. En fait, on dirait qu'il y a personne chez Microsoft là, qui est au centre, pas nécessairement de toutes les décisions, mais qui connaît tout ce qui peut se passer dans les équipes de développement de produits, serveurs, etc., etc. Peut-être que le prochain soit être Scott Guthrie. Je sais pas. On verra comment les choses vont évoluer. Je sais pas, on verra. Fait que ça, c'est une nouvelle une grosse nouvelle, oui. Parmi les autres nouvelles, Microsoft a donné le contrôle de Iron Python et Iron Ruby à la communauté. Donc, finalement, ils ont mis dans le domaine public les codes sources. Absolument. Et puis parce que c'était clair depuis un bout là qu'ils voulaient plus réinvestir. Oui, mais en fait, si on regarde historiquement, qu'est-ce que Microsoft faisait quand il délaissait une technologie ou un produit? Il laissait mourir. Il laissait mourir. Là, il y a une communauté là, qui est intéressée par ces produits-là. Donc, Microsoft, ce qui ordonne à la communauté. Surtout que Iron Ruby, là, c'est beaucoup plus performant sur une plateforme.net que le Ruby qu'on peut avoir en natif. Donc, je sais pas, je pourrais pas te dire. Là. Mais c'est quand même intéressant de voir que Microsoft, pour les langages dynamiques comme Ruby, Python, pour le dire en anglais, considère que ça sera pas... En tout cas, ils décident de plus investir d'argent pour en faire un produit. Ce qu'ils n'ont pas fait avec F#. F#, qui est une version d'un langage fonctionnel pour la plateforme.net. Elle, c'est un langage à proprement parler. On voit déjà les bénéfices, on voit déjà les marchés. Le parallélisme, c'est un enjeu majeur qui fait que Microsoft décide de pousser le langage fonctionnel F#. Mais pour les langages dynamiques, c'est comme s'ils n'ont pas réussi à trouver... Probablement que la demande vient pas aussi forte qu'ils auraient pensé. Ben en fait, présentement, honnêtement, là, c'est du Alpha Geek. Là. C'est une technologie pour Alpha Geek. Qui a un taux de pénétration qui est très, 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 très faible en entreprise. Ça veut pas dire que dans 5-10 ans, là, ça va changer. Mais aujourd'hui, là, c'est pas une technologie qui est utilisée at large. Et dernière nouvelle, le Windows Phone 7 a commencé à être mis en vente un petit peu partout sur la planète. Donc, on parle en Europe, en Australie, Singapour et en Nouvelle-Zélande. Je pense que première personne qui a acheté un Windows Phone 7, ça a été quelqu'un en Nouvelle-Zélande. Ah. Un wiki. Écoute, ça fait le tour des nouvelles, hein? Oui, et au niveau de la communauté, en parlant on vient juste de parler de langage dynamique et puis de F#, le 1er novembre, Ernst Perpignan va nous faire une introduction à F#. Oui, puis moi j'ai eu la chance parce qu'il s'est pratiqué Ernst, puis j'ai vu moi sa présentation en pratique, ça va être intéressant parce qu'il fait vraiment une bonne vulgarisation de ce que c'est un langage fonctionnel puis pourquoi ça peut être intéressant de rajouter ce type de langage-là dans notre arsenal d'outils pour programmer. Excellent. Et le 8 novembre... C'est moi. Ben oui, c'est toi. Moi qui vais tu veux me parler de quoi, Mario? Je vais vous parler de spécifications exécutables. Donc, grosso modo, toute l'approche qui consiste à illustrer des user stories avec des exemples, puis à ce moment-là, être capable de rendre ces exemples-là exécutables, c'est-à-dire qu'on puisse s'en servir pour tester notre application. C'est le vieux rêve de dire, est-ce que je pourrais spécifier en entrée et me servir de ces spécifications-là pour vérifier que ce qui a été implanté, c'est la bonne chose? Ben, je vais expliquer qu'on approche de ce vieux rêve-là à petits pas, puis que ça s'en vient de plus en plus une réalité. Et le dernier meeting de novembre, c'est le 15. Louis-Philippe Pinsonneau de Run at Server va nous présenter le développement avec on vient de parler des téléphones Windows Phone 7. Donc, Louis-Philippe va nous présenter la plateforme de développement et comment développer des applications pour Windows Phone 7. Donc, un beau mois de novembre en perspective. Absolument. Surtout qu'il faut pas oublier qu'il y a les Tech Days qui s'en viennent. En tout cas, il y a beaucoup de mois fort occupés. Absolument.
Nous, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs et on vous revoit dans 2 semaines. Et nous, on se dépêche parce que là, il y a le Speaker Idol qui va commencer dans 5 minutes. Oui, on est dans les bureaux de Microsoft et ça s'en vient vite. À la prochaine. Au revoir. Visual Studio Talk Show.